Ça s'est fait très vite. J'avais peu de temps pour vraiment envisager ma nouvelle vie et savoir où j'allais aller. Il fallait vraiment que je prenne des décisions vite. Je voulais être proche de la mer, proche de la nature, pouvoir être en claquettes et en tongs, pouvoir être en maillot le plus possible et avoir énormément de soleil. Et clairement, Marseille est apparu comme la ville carioca de la France. J'avais été une fois et je m'étais senti chez moi. Je m'étais senti chez moi sans connaître. Je me suis dit c'est ce qui ressemble plus à Rio. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Tout le monde, je suis Mariam Kaba, j'ai 46 ans, j'habite à Marseille depuis 7 ans, je suis danseuse chorégraphe et j'ai créé le concept de danse lâcher prise et célébration de soi qui s'appelle Afro Vibe. Où est-ce que tu as grandi ? Je suis née à Paris, j'ai grandi d'abord à Fontenay-aux-Roses dans le 92, les Hauts-de-Seine, puis à Vitry-sur-Seine 9-4. Jusqu'à mes 24 ans. Et puis après, je suis partie à Paris, dans le 18e, pendant 10 ans. Et après, plein d'autres choses. Mais j'ai grandi en banlieue. Je suis un pur produit des banlieues parisiennes. 9-4 bébé. Quand est-ce que tu es arrivée à Marseille ? Je suis arrivée à Marseille en 2017, en juin 2017. Non, même en août 2017. Après 3 ans et demi, presque 4 ans, à Rio de Janeiro. Et voilà, et en rentrant, la seule ville à la hauteur de Rio pour moi en France était forcément Marseille, que je connaissais très peu. Et donc comment ça se fait que tu t'es dit Marseille c'est à la hauteur de Rio ouais. En vrai, le retour a été décidé, mais quand même un peu assez soudain. Ça s'est fait très vite, j'avais peu de temps pour... vraiment envisager ma nouvelle vie et savoir où j'allais aller. Il fallait vraiment que je prenne des décisions vite. Je voulais être proche de la mer, proche de la nature, pouvoir être en claquettes et en tongs, pouvoir être en maillot le plus possible et avoir énormément de soleil. Et clairement, Marseille est apparu comme la ville carioca de la France. J'avais été une fois et je m'étais senti chez moi. Je m'étais senti chez moi sans connaître. Je me suis dit c'est ce qui ressemble plus à Rio. On verra bien après, mais tu peux pas retourner à Paris, c'est pas possible. J'ai interviewé un artiste qui m'a dit mais Marseille c'est la Rio française en fait. Je dirais même que ça pourrait même être Salvador da Bahia. Parfois j'ai l'impression que ça ressemble encore plus à Salvador, que je connais peu. J'ai passé des vacances là-bas, mais je connais pas très bien. J'ai jamais vécu. C'est tellement l'Afrique. Du Nord pour le coup ici beaucoup, mais il y a les Comores que ça pourrait presque s'apparenter encore plus à Bahia, mais bon oui ça a une vibe brésilienne de plage parce que Brésil c'est très grand donc oui, bon ouais c'est Rio, c'est le bordel quoi. Mais il y a toujours moyen de moyenner, c'est ça en fait. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir marseillais ? Premier souvenir marseillais, c'est mon déménagement épique, un 15 août, dans le 8e. J'avais trouvé un appart que j'avais jamais visité par des potes de Rio français qui s'étaient installés à Marseille 6 mois avant moi, après 15 ans à Rio, qui m'avaient dit on arrive aussi, t'inquiète, et on va t'aider. Et j'avais que des cartons, j'avais pas de meubles. Et ouais, c'était super, c'était la panique. C'était génial, mais c'était intense, j'ai beaucoup pleuré.
Et j'accueillais un enfant dans ma vie parce que j'ai adopté une petite fille qui arrivait 15 jours après pour commencer à l'école. Donc c'était intense, comme Marseille. Un nouveau chapitre qui démarrait. Ouais, wow. Vraiment. Après, je venais d'arriver du Brésil et boum bam boum, j'avais pas de travail, voilà. L'aventure. Ouais, j'avais pas de thunes, pas de travail et un appart quand même. Donc je remercie l'agence, je sais même pas comment ils ont fait pour me louer quoi. Donc je me suis aussi dit c'est Marseille. Tout est possible. Tout est possible. J'avais même pris le bus ce jour-là et le chauffeur m'avait dit c'est bon, vous payez pas, vous allez au métro, prenez pas de ticket. Enfin voilà, j'étais là, je fais c'est bon, je suis chez moi et je vais être bien ici. Dans quel quartier tu vis ? Aujourd'hui, je vis dans le 7e, dans un quartier que j'avais jamais envisagé. Je vis au Roucas, donc vraiment pas du tout ma vibe, même si c'est très beau, parce que j'ai un plan. Voilà, j'ai un lieu magnifique pour ma bourse, pour vraiment pas cher. À côté de l'eau. À côté de l'eau, j'ai vue mer, j'ai 2 terrasses, je suis ultra privilégiée, j'ai vu sur la bonne mer. Je suis bénie par Marseille et je paye pas cher. Marseille, quoi, il y a moyen de moyenner, quoi. C'est trop bien. Est-ce que tu peux me parler de ton métier, chorégraphe, danseuse, et de tes différents projets ? Alors, mon métier, il est très vaste. Je suis danseuse chorégraphe. J'ai d'abord commencé par le sport, donc j'ai mis du temps avant de me considérer... j'ai vraiment eu le syndrome de l'imposteur et j'ai mis beaucoup de temps avant de me présenter comme danseuse chorégraphe. Je pense que c'est le Brésil qui a un peu déclenché tout ça. Mais voilà, j'ai fait énormément de ballet. Après plein de styles de danse. Aujourd'hui, je suis plus dans les danses afro-descendantes et contemporains. Donc je suis artiste associé du Ballet National de Marseille depuis 2 ans. Moi, je viens d'être prolongée encore 1 an, donc je suis très contente parce que j'ai vraiment une structure pour mettre en place mes projets. Et c'est très dur pour un artiste qui n'est pas accompagné de faire tout seul. Il faut vraiment une équipe, une prod, quelqu'un qui s'occupe des demandes de sub, etc. Donc moi j'ai la chance d'être accompagné, de pouvoir faire mes projets de façon plus légère, on va dire, et de me consacrer à la création. Du coup, je donne des cours. Alors j'ai créé un concept qui s'appelle Afro Vibe. Ça c'est une autre casquette. Qui est un concept à la base danse fitness inspiré des danses afrodescendantes. C'est pas du tout un cours de technique. On initie à des danses telles que le dombolo du Congo, la soca de Trinidad, le dancehall de Jamaïque, et on n'est pas sur un objectif de technique pro. C'est plutôt tout le monde peut le faire, everybody can vibe, everybody can dance. On veut faire danser tout le monde. On veut montrer aux gens que tout le monde peut danser sans différence d'âge, de genre, de sexe et de morphotype. Et j'ai créé ce concept pour former des profs. Donc aujourd'hui on a 100 profs en France, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Il y en a une au Brésil. J'avais développé ce concept-là au Brésil aussi. Et on essaye de faire passer plus qu'un cours de danse, c'est vraiment des valeurs de partage, de lâcher prise, d'amour de soi et des autres, d'acceptation de l'autre, du vivre ensemble et de reconnexion à soi pour savoir exactement ce qui est bon pour toi, quoi. Donc ça c'est ma casquette, on va dire franchiseuse. Voilà, quand même, je suis un peu capitaliste, comme je dis, à ma façon, même si je suis anticapitaliste, mais dans la bienveillance et dans le bien-être. Et à côté de ça, je crée plein d'événements entre le Ballet National, Afro Vibe, tous les profs, des actions culturelles sur les publics de Marseille et autres. On crée plein de restitutions, des événements avec des associations aussi telles que la Maison des Femmes, les réfugiés de Ramina, SOS Méditerranée. Enfin voilà, on essaye et je fais de la création et co-création. Donc j'ai écrit 2 spectacles l'année dernière. Je sais même plus quand est-ce que c'est, tellement c'était en 2023-24. J'ai écrit un solo qui s'appelle Entre mes jambes et qui parle des violences faites aux enfants et aux ados, violences sexuelles. Et j'ai écrit Joie ultra lucide
par et pour la Maison des Femmes avec 20 amatrices au plateau. Voilà, 20 femmes victimes de violences au plateau avec moi. Que j'ai eu la chance de voir. Ah, tu l'as vu, trop bien. J'étais là. Ouais, c'était fort, c'était... Très prenant. J'ai pleuré, j'avais des histoires de poules, enfin, ouais. Toutes ces émotions, ouais. Trop bien, on a réussi, je pense, à vous attraper, à vous mettre sur scène avec nous, en fait, parce que c'est un spectacle pour... En fait, c'est pas un spectacle, c'est même pas un spectacle pour toutes les femmes, c'est un spectacle pour la société. On voit bien que le féminisme n'est pas le problème des femmes. Les violences faites aux femmes n'est clairement pas le problème des femmes, c'est le problème d'une société, c'est le problème d'une société patriarcale, et tant que tout le monde se sentira pas concerné, on va pas y arriver, en fait. Donc voilà, j'aime bien me servir de mon art, de mon métier, de mes créations pour alerter, planter des graines, informer, et puis pousser des coups de gueule aussi, clairement. Mais c'est trop bien que le BNM aussi te donne cet espace-là pour le faire. Mais ça reste quand même réservé à une petite partie de la population. Par exemple, quand même, donc Joie Ultra Lucide, c'était joué pendant le cadre du Festival de Marseille. Et c'est que ça reste assez niche et assez... Je pensais. Et en fait, vu que je m'y suis un peu intéressée, que j'étais, invitée à la conférence de presse et tout, j'ai vu toutes les places gratuites distribuées, j'ai vu toutes les places à 1 €, c'est juste que ça part très vite. Okay. Par contre, il y a énormément d'associations et de collectifs marseillais et de centres sociaux qui sont prévenus en avance. Et je dis pas que toutes les places sont prises, parce que ça reste niche dans le sens où ce sont des personnes qui peut-être ne sont pas intéressées parce que peut-être il faut faire garder les enfants, il faut, etc. Mais je pense que entre les scolaires, les centres sociaux et les assos, il y a énormément de places distribuées à 1 € gratuites, et après ça part trop vite. Il faudrait que le Festival de Marseille il dure 2 mois en vrai, et qu'il y ait beaucoup plus de dates. Donc là, ce qui était bien, c'est que on a déjà le public qu'on a touché par rapport au fait que c'était avec la Maison des Femmes. Il y a beaucoup de personnes liées à la Maison des Femmes qui ont pu venir, qui n'avaient jamais été au Festival de Marseille. Moi-même, je n'avais jamais été au Festival de Marseille parce que je me réveille trop tard. Je suis maman solo, je m'organise pas, et j'étais pas du tout dans ce monde de danse contemporaine. Je connais, mais j'étais pas dans ce milieu, j'étais pas dans le milieu de l'institution. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir exporter cette pièce, par exemple, sur d'autres femmes, dans d'autres endroits, toucher d'autres publics féminins, et avec des projets de territoire, et pas forcément peut-être plus en extérieur, essayer de nous implanter un peu partout, parce que ça reste le problème de toute façon des festivals et du théâtre, où je pense que les places partent vite. Il faudrait un travail de fond pour que certaines populations se disent moi aussi je peux. Et aussi de faire en sorte que l'accessibilité, je parle par exemple, les quartiers nord c'est loin, même pas que les quartiers nord, les quartiers sud aussi, pour se déplacer, le transport, le spectacle le soir, faudrait des bus, c'est plus, je pense, sur la logistique que sur l'accessibilité aux places, quoi. Ok. Est-ce qu'ils vont être rejoués, ces spectacles ? Alors, alerte à tous. Nous cherchons des diffuseurs. Non, en gros, mon solo, qui est encore plus d'actualité aujourd'hui, avec l'affaire Gisèle Pelicot, avec tout ce qui se passe de toute façon depuis des millénaires, mais je pense que la parole se libère, donc on entend de plus en plus de dingueries qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas dévoilées. En particulier sur l'inceste et la pédocriminalité, où c'est ultra tabou, où on est gangréné en France par rapport aux autres pays d'Europe, et où il y a très peu de plaintes, et où les affaires sont pas réglées. Il y a un silence, une silenciation de ces affaires, c'est flippant, vraiment. Donc 3 enfants par classe, 160 000 enfants par an, et ça ne diminue pas.
Donc on va dire que c'est de plus en plus dénoncé, mais c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg, elle est tellement énorme que du coup cette pièce entre mes jambes, elle parle de ça, elle parle aussi de résilience et de joie, et elle raconte pas dans les détails un événement sordide. C'est elle te met sur la voie, et de toute façon cette pièce elle est faite pour toucher tout le monde, de l'oncle en passant par la mère, en passant par l'ado ou l'enfant de qui on parle de son corps et qui comprend pas pourquoi on dit tiens tes seins ont poussé, ah bah regarde elle a les seins qui poussent. Enfin, elle parle aussi de même moi, comment je parle du corps de ma fille. Elle parle des frères et sœurs, tout le monde peut se retrouver dans cette pièce. Et on est en train de faire la diffusion. Pour l'instant j'ai pas de date, clairement je veux la jouer. On a des pistes et j'espère qu'en 25-26 je vais pouvoir jouer cette pièce parce que elle est je pense qu'elle est importante. J'ai eu une seule date, ça a été sold out en 48 heures. Je suis trop contente, hein, et on me demande beaucoup. Donc festival, tous les festivals partout. Il y a peut-être une piste au Brésil, je peux la jouer à l'étranger, bon voilà. Et la Maison des Femmes, la joie ultra-lucide, il y a 2 pistes. Rien n'est encore acté, mais on a des opportunités là pour jouer dans le territoire avec ces femmes-là, parce que elles ne sont pas intermittentes du spectacle. Elles viennent toutes d'univers différents, elles ont des métiers, elles sont dans des situations parfois où peut-être arrêt maladie, donc en fait ça voudrait dire changer de vie et devenir artiste, et c'est compliqué. Donc en région, on peut se déplacer ensemble, puis ça coûte cher, hein. Spectacle avec 20 comédies, enfin 20 danseuses. Donc en région, on pourrait très bien se déplacer. On espère que les festivals aussi, je sais pas, le festival d'Avignon, parce qu'il y a du texte. Il y a plein de festivals à Marseille aussi. Enfin, il y a la Biennale des écritures du réel, il y a Actoral. Enfin, donc nous, on est au taquet, hein, on est là. Et ensuite, en projet de territoire, on a écrit en gros des protocoles de création pour pouvoir exporter Joyeuse Ultralucide sur d'autres publics femmes. Vraiment, pour l'instant, c'est femmes, et récolter la parole d'autres femmes. Ça peut être les femmes réfugiées, ça peut être des lycéennes, ça peut être le milieu carcéral, ça peut être des femmes sans abri. En fait, on est en train de contacter des associations qui auraient une collaboration avec des lieux et des théâtres, parce que c'est toujours pareil, tu peux avoir une asso qui te dit nous on est partant, mais il nous faut la structure. Là, on avait le BNM, qui d'ailleurs me suit et me laisse carte blanche là-dessus. On a eu des locaux, on a eu les bénévoles de la Maison des Femmes qui amenaient les femmes avec les enfants, des bénévoles qui gardaient les enfants. Enfin, voilà, c'est une grosse logistique, mais on a réussi, hein. Donc on va le faire ailleurs. Est-ce que tu collabores toujours avec la famille Maraboutage? Oui, je fais toujours partie de cette famille, et je n'ai plus de temps pour danser avec eux, car ça m'a pris énormément de temps, les projets du ballet, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental, où j'ai été drainée et épuisée et aspirée par tous ces sujets voilà, qui sont difficiles. Ça m'a beaucoup remué. Et ça m'a donné de l'énergie aussi, mais voilà, et j'ai décidé de me consacrer à mes 3 années en tant qu'artiste associé. Donc, je fais partie de la famille Maraboutage, je les soutiens, dès que je peux, je suis là. Par contre, partir en tourbus ou partir en tour avec, je sais pas, 4 dates d'affilée, je peux pas. Mais je peux pas aussi parce que je suis la doyenne. Je vais avoir 47 ans en mars prochain. En fait, je suis fatiguée. Mon corps, je le sollicite depuis le sport-études, j'avais 11 ans. Voilà. Je l'ai pas beaucoup laissé respirer, donc là, j'ai décidé de faire autrement. Quel est le commun entre toutes tes activités? Le commun entre toutes mes activités, la puissance du collectif, fédéré, l'union fait la force. Voilà. Donc, c'est toujours plus être ensemble.
s'écouter, se parler, se connaître par le mouvement, par la danse et revendiquer. Voilà, revendiquer des choses, la base en fait. La base, donc le commun, c'est toujours antiraciste, féministe, se battre contre toutes les inégalités. Enfin voilà, de toute façon, moi je suis traitée de radicale. J'adore qu'on me traite de féministe radicale, féminazie. Non mais tu vas trop loin, etc. Il y a pas de problème. Il en faut des gens qui gueulent plus fort et moi ça me va. Donc je pense que c'est bien que certaines... Moi s'il y avait pas des personnes qui avaient gueulé plus fort, j'aurais peut-être pas entendu et eu cette volonté de même de dire non, ça me va pas en fait, et non c'est pas normal. Et pour le court passage sur cette terre que je vais avoir, qui est vraiment une fraction de seconde, c'est pour ça qu'il faut pas trop se prendre la tête non plus, hein. Je me dis que j'aurais au moins fait ça pour moi, et si ça peut faire du bien, et ensemble on va plus loin. J'allais dire, mais bon, tu y réponds depuis tout à l'heure. Comment tu utilises l'art dans tes luttes et dans ton combat? La seule chose que je pourrais dire, c'est, pour moi, l'art, c'est politique et basta. Je comprends pas, sinon c'est pas de l'art. Et ça a toujours, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que c'est un moyen d'expression et t'exprimes, on va dire ce que t'as dans le bide. Et pour moi, c'est ça l'art, c'est exprimer et transformer quelque chose que t'as en toi, et tu vas l'exprimer d'une certaine manière ou d'une autre, et c'est ça qui va créer quelque chose d'artistique. Donc, bon bah si t'as rien à dire, bah c'est cool, tu peux faire des beaux spectacles, mais c'est pas de l'art. Après voilà, je suis radicale, désolée, mais et en fait, il y a tellement de sociétés, de communautés, de peuples qui ont exprimé leur culture, leur savoir-vivre, leur savoir-faire, d'où ils venaient, etc. par exemple, ou en tout cas ce qu'ils vivaient par l'art, que c'est des choses qui restent gravées, et c'est des choses que tu peux pas leur enlever. Et pour moi, ça, c'est l'identité, c'est qui tu es, et c'est ça la politique. C'est pas être partisan, la politique. Moi je suis pas partisane du tout, vu ce qui se passe en plus. Par contre, clairement, je fais des actions politiques. Ça veut dire dire ce qu'on pense et défendre ses idées. Ouais, la politique, c'est la cité, hein, c'est le citoyen, c'est voilà. Donc pour moi, tout ce que je vais faire, ce qu'on fait avec Afro Vibe, c'est de la danse fitness afrodescendante. Donc on pourrait se dire mais en fait on fait danser tous les corps. C'est de la politique. On montre que les personnes obèses, elles peuvent danser et elles peuvent être là avec nous, c'est de la politique. On envahit l'espace, on occupe l'espace public dans beaucoup de cours avec beaucoup d'autres profs qui sont tous chambés. J'adore mon équipe, il y en a 100, ils sont incroyables. Et quand on occupe l'espace public sur la corniche, sachant qu'au départ j'avais pas d'autorisation, donc déjà ça c'est un acte de revendication. En fait, la rue elle est à nous, avec plein de monde, dont plein de femmes de plein de générations. En fait on te dit non, t'as 70 ans, t'es pas fané en fait. Tu viens, t'as des nanas de 30, 40 ans qui viennent avec leur mère, et les mères elles sont là en larmes à la fin en disant mais merci. Je fais mais en fait t'es vivante ma chérie, tu vois. Et ça c'est de la politique quoi. Et le fait que les gens le voient, c'est pour ça qu'occuper l'espace c'est important. C'est mais je peux le faire. Il y a toutes les couleurs. Il y a tous les âges. Mais regarde, il y a même des enfants. Je peux venir avec mes gosses. Enfin voilà. Pour moi c'est ça l'art. Quel est ton processus de création ? La colle. Je sais pas trop en fait. Je pense que ça dépend sur quel projet je suis, mais c'est beaucoup de notes prises en fonction des situations de vie, des situations voilà, du quotidien, de ce que j'entends, de ce que je vois dans mes groupes d'amis, de ce que je vois dans les fêtes, de ce que je vois. En fait, voilà, je m'inspire vachement de ce que je vis au quotidien.
et en fonction des sujets qui me touchent plus ou moins, je vais commencer à écrire et je vais me dire j'ai envie de m'intéresser à ça ou j'ai envie de m'intéresser à tel public ou mais moi je suis une artiste émergente, hein. Ça le truc c'est que en vrai j'avais jamais prévu d'être au Ballet National, c'était pas du tout, jamais j'aurais postulé. Je savais même pas que ça existait les artistes associés. J'avais même pas de compagnie de danse. Donc j'ai dansé à Rio pour le carnaval, j'ai aidé le chorégraphe sur ce projet, c'était une expérience incroyable, 80 000 personnes c'était ouf. Ouais, le shot d'adrénaline et tout, mais c'était one shot. Et après en rentrant en France, je me suis dit mais moi je vais développer mon concept Afro-Vibe et voilà. Et quand on m'a appelé, la première chose ça a été waouh, j'y vais mais j'ai peur et surtout qu'est-ce que je vais faire. Donc j'avais pas de processus de création. J'avais juste les chorés que je créais pour les profs. Par contre, être moi artiste associé, chorégraphe et faire de la création co-création, ça a commencé en vrai j'ai commencé à être en résidence en janvier 2023. Donc, je suis encore en train de délimiter mon processus de création. Là, par exemple, je sais que dans mon processus de création, à un moment, il y a une pause. Et elle est maintenant. J'ai fait 2 spectacles en 1 an. Je suis KO. Et j'ai plus envie, là. J'ai plus envie de créer. Je vais créer autrement. Mais, enfin, j'ai toujours envie de créer, mais pas envie de faire de grandes choses. Je pense qu'il faut des pauses. Et le temps de célébrer ce que tu as fait. Exactement. Aussi. Voilà, le temps de célébrer, de peaufiner. Et du coup, je crois que je suis encore en processus de création, quoi, de digérer tout ce qui s'est passé, de voir ce que ça va donner et comment ça va toucher les gens. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, carrément. C'est eux qui sont venus te chercher ? Ouais. C'est la horde. Ils sont venus me chercher parce je pense qu'ils me connaissaient des réseaux sociaux. J'avais un ami en commun avec Marine et ils habitent pas loin des cours au Vallon des Aufs, donc ils ont vu pendant le Covid quand j'ai fait de la désobéissance citoyenne. Et là, oui, ils se sont dit non mais la meuf, elle s'en bat quoi. C'est genre elle fait danser tout le monde alors que c'était trop explosion de joie ce cours. Et donc ils sont venus me chercher, ouais. Ouais, c'est cool. Je suis contente, je les remercie pour ça en tout cas. C'est cool que tu continues encore avec eux. Oui, en plus, ouais, je suis trop saucée, on va l'annoncer là. Je suis prolongée de 1 an, je suis trop fière. Je peux vraiment dire que je suis fière de moi. Ouais, franchement. Ouais, de ce que j'ai fait. Je dis pas souvent ça, mais là, je suis vraiment fière de moi, franchement. Et de tous les gens avec qui j'ai bossé, qui sont fabuleux, fabuleux. Donc le projet en ce moment, c'est de ralentir et de te reposer. Je vais essayer. Là, ce matin, en me levant, je me suis dit, purée, c'était pas ça qu'on avait dit, on avait dit se reposer. Non, en fait, c'est aussi prendre du temps pour ma fille, qui est à 14 ans, et qui, traverse une adolescence très, très, très mouvementée. Parfois, je pense que ne rien faire, c'est faire. Je vais pas rien faire, mais vraiment prendre du temps de qualité avec mes amis pour pouvoir rebondir. En 2025. Là, j'ai besoin un peu de temps. Bien sûr, il y a un projet avec le ballet en 2025 qui était assez, trop ambitieux. Vraiment. Très vite, j'ai fait, non mais meuf, pourquoi toujours plus, quoi. Et tout de suite, cet été, j'ai pris 4 semaines de vacances sans réseaux sociaux, avec le téléphone, mais beaucoup moins. Et j'ai rien fait. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pris 4 semaines pour me dire, tu peux pas t'engager dans ce projet-là. Tu vas faire un burn-out, tu vas t'épuiser complètement. Donc voilà, on l'a transformé. Ça va être un projet où je vais beaucoup déléguer. Et du coup, je vais laisser la place aussi à pas mal de profs avec qui j'ai envie de bosser, qui ont plein d'idées, qui vont prendre des publics différents à Marseille. Donc rien n'est encore ficelé, donc je peux pas trop en parler, mais en gros, des publics marseillais très différents, de femmes, milieu hospitalier, quartier nord, réfugiés, enfin voilà, et de les rassembler autour d'un projet commun et d'une restitution commune. Et quand ce sera prêt, là j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir voir ça, en montrant que
On est tous connectés. En fait, c'est vraiment ça. Ça s'appelle Tamos Juntos. Ça veut dire on est ensemble en portugais. Et voilà. Mais du coup, j'aurais plus un rôle de superviseuse avec une équipe de coordination et vraiment donner la confiance, même si je le fais déjà, laisser vraiment les personnes avec qui j'ai travaillé, tous les profs qui font et Afrovibe et d'autres profs aussi, d'autres milieux, prendre en main leur public et se dire que c'est ça en fait, pour aller plus loin faut aussi c'est ce que j'ai déjà fait l'année dernière, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses je pense que c'est de ma faute, beaucoup de choses qui retombaient sur moi parce que je dois pas savoir assez déléguer. Enfin, de toute façon, tout vient de soi, hein, donc c'est pas genre oui, mais non. Je me suis dit, meuf, c'est toi qui crée ça. Donc, transforme, change. Et voilà, et j'ai envie de retourner au Brésil. J'ai pas été l'année dernière, ça me manque. Et j'ai envie de travailler avec des artistes brésiliens, du coup. Maintenant que je peux dire que je suis une danseuse chorégraphe et que j'ai été artiste associée, j'ai un peu aussi j'ai une carte à jouer. Enfin, c'est sûr que je vois bien quand je dis je suis artiste associé du Ballet National de Marseille, même si j'ai fait plein de choses que je faisais déjà avant, dans le regard des gens et de l'institution et des festivals et tout, ça fonctionne. Donc je vais utiliser ça et j'ai vraiment envie de bosser au Brésil, ouais. C'est ta nouvelle place. Faut la prendre aussi. Ouais, grave. Ah oui, je vais la prendre, je vais pas la laisser à quelqu'un d'autre. Je vais la prendre et puis comme j'ai dit, quand on me l'a proposé, j'ai dit je vais prendre et je vais faire croquer les gens que j'aime et les gens que je trouve talentueux, exceptionnels et voilà. Et là cette année c'est pareil, je vais vraiment essayer que ça inonde un peu, voilà, que ça se répande sur plein d'autres personnes qui méritent en fait, qui ont besoin d'avoir une force pour pouvoir réaliser des actions, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, il y a des gens qui ont des idées fabuleuses, c'est toujours pareil, hein, il ne pleut que sur les mouillés comme disait ma mère, donc voilà, hein, moi si il pleut sur moi un peu, je vais essayer d'éclabousser tout le monde, quoi. Marseille, en fait, ça m'inspire de l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon ancrage ici. J'étais très déprimée à Paris. J'ai rien contre Paris. Je suis sûre que ça correspond à plein de gens. Et j'étais une personne qui n'était pas moi, ou une version de moi que j'aime pas. Je suis arrivée à Marseille, c'est simple, il n'y a pas un matin où je me dis j'ai pas envie d'y aller, je me sens pas bien, ou j'ouvre la fenêtre, je suis privilégiée, je vois la mer quand j'ouvre la fenêtre, donc la lumière, le ciel, et je sais pas, il y a ça répond en moi, ça résonne en moi comme quelque chose d'apaisant, cette ville. Du coup, je suis inspirée juste parce que je me sens à ma place et je me sens bien dans cette ville. Je pense que j'ai une facilité à créer du lien, à rencontrer des gens et à créer et à bosser, en fait. C'est facile de bosser pour moi ici. Je suis assez portée, quoi. Quelle est ta relation avec les Marseillais ? Très bonne. Alors vraiment. Et j'en connais plein, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pas que de Paris, enfin, qui arrivent à Marseille et qui disent que c'est difficile de rencontrer des Marseillais. Franchement, j'ai plein de potes marseillais et marseillaises. J'ai plus de copines que de copains. Clairement, pas trop parler de ce côté féministe, mais c'est juste que j'adore les femmes, donc voilà. Et très vite, ce qui est important, c'est que j'ai rencontré un Marseillais à Rio, Laurent, qui était un de mes meilleurs amis à Rio. On a fait les 400 coups. On était un petit groupe et ça a été un peu mon ange gardien. C'est un mec des quartiers nord qui est parti à Rio, qui a pas une vie facile. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Marseille, parce que un hiver, on était tous les deux à Rio, on est revenus en France. On a passé Noël à Marseille, moi avec ma famille, pour voir un peu, c'était le Noël 2016, lui avec la sienne, et il m'a présenté des gens que je vois plus trop aujourd'hui, mais qui sont des Marseillais, et du coup moi j'ai eu une entrée, il revient tous les ans, donc je le vois, et j'ai vu le Marseille
de souche en fait très vite. Donc pour moi c'est comme ça que j'ai connu Marseille en fait, avec un vrai pur Marseillais, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il parle pas portugais du Brésil avec l'accent marseillais quoi. Et donc moi j'ai des très bons rapports. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens d'incivilité. Mais bon, après peut-être que on me dit que j'ai un masque, mais c'est pas grave. Moi ça me va. Hein. Que je vois pas ce qui se passe. Je crois que je vois très bien ce qui se passe et ça se passe bien pour moi en tout cas. Je vous adore, Marseillaise, Marseillais. Quelle belle déclaration. Est-ce qu'il y a des lieux où tu te rends tes petites habitudes du quotidien ? Alors, mes petites habitudes du quotidien. Donc moi, j'adore aller boire mon café dans des PMU, quoi. Je suis un peu un mauvais café en plus, j'avoue. J'essaye de boire que 1 ou 2 cafés le matin, mais juste le fait d'aller, de sortir de chez moi. Bon, moi j'aime bien aller au Welcome en face des Catalans, parce que voilà. Puis en même temps, c'est la cour des miracles. J'adore, je kiffe. Je vais aussi enfin, j'aime bien aller dans un petit PMU en face du Vallon des Aufs, là. Voir la mer. Me balader, pas tant que ça. Le week-end, je me balade. Et marcher. J'aime bien faire les marchés. Et juste traîner, me balader avec les copines, on va dire. C'est surtout les cafés, en fait. Moi, j'aime bien être au café. Et parfois, je bois autre chose. Mais je bois du pack. Je suis fan je bois du pack à l'eau. Mais ouais. Ça, j'aime, c'est mes petites habitudes. Et puis après, si je peux, c'est étirement face à la mer tous les jours, quoi. On va dire que je l'ai fait chez moi, mais j'ai une terrasse mer, les gars. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent ? Il y a quelqu'un qui m'inspire énormément, qui n'est pas marseillaise de pure souche, mais qui transpire cette ville. J'aime pas dire mais. C'est Imen Chouaf. C'est la femme fabuleuse qui a créé Albar Studio. C'est des chouchous magnifiques qu'elle fait elle-même. Et en fait, je l'ai rencontrée assez vite quand je suis arrivée à Marseille. Elle m'a fait halluciner, cette meuf, quoi. Et pour moi, elle connaît beaucoup de monde. Genre, beaucoup de monde la connaît. Vraiment, c'est Imen. Elle a bossé dans beaucoup de restos. Elle est très aimée. Et ouais, elle est d'Afrique du Nord. Enfin, elle transpire cette ville, quoi. Et en fait, j'ai découvert beaucoup de choses à Marseille grâce à elle. Je pense que c'est une des personnes qui a quitté Paris, pas pour recréer un Paris. D'ailleurs, Parisiens, Parisiennes, s'il vous plaît, tous ceux qui sont à Marseille, quand vous venez, n'essayez pas de recréer vos codes que vous avez quittés d'ailleurs parce que vous en pouviez plus à Paris. En fait, laissez-vous lâcher prise, laissez-vous entraîner et emporter par la vibe marseillaise, que ça va vous faire du bien parce que franchement, elle, c'est un bon exemple d'une Parisienne qui est arrivée à Marseille et il y a longtemps, hein, je crois il y a 12 ans, un truc comme ça. Donc il y a Imen, vraiment. Après, il y a un mec incroyable que j'ai rencontré il y a peut-être 2 ans après mon arrivée. J'avais bossé avec SOS Méditerranée. Je connais aussi pas mal les gens de Yes We Camp et qui m'ont présenté l'après-M. Donc j'ai halluciné sur ce truc, quoi. J'ai fait, putain, il y a qu'à Marseille qu'il peut y avoir ça, quoi. Ils ont pris possession du McDo, ils ont tout arraché pendant le Covid, puis là, en plus, je crois qu'ils sont un peu en difficulté. Et il y a donc Kamel Guémari. Et franchement, ce qu'il a fait et ce qu'il représente pour tous les quartiers nord, pour la distribution de bouffe gratuite qu'il y a eu, pour les burgers maintenant faits en collaboration avec les producteurs locaux et tout. Enfin, je trouve que c'est super d'avoir réussi à détourner ce truc capitaliste pour le rendre vraiment à la disposition du peuple. Et alors, il y a aussi une femme que j'admire et que j'adore, qui est à Marseille depuis longtemps aussi. Elle est pas pure souche, je crois. En tout cas, elle est guadeloupéenne. Elle s'appelle Lily et elle a créé Afrofemme Marseille. Et elle est dans le livre de Margot Mazelier, Marseille trop puissante. Et c'est un phénomène. Pour moi, c'est vraiment une figure. En tout cas, c'est une figure de la lutte afroféministe, antiraciste féministe de Marseille. Et c'est hyper important qu'elle ait de la visibilité. Parce que c'est quand même une ville tellement mélangée et en même temps tellement communautaire. Il y a beaucoup de femmes qu'on n'entend pas assez et Lily, elle représente ça aussi et la lutte queer antiraciste noire, quoi.
tu aimerais entendre dans ce podcast? Alors, ça n'a pas été facile, mais en fait, il y a une personne qui, pour moi, est vraiment très importante à Marseille, qui fait beaucoup de choses à l'étranger depuis 2 ans, donc que peut-être les gens ne connaissent pas, et qui est une pure Marseillaise racisée. C'est Isaiah Badawi, que j'ai rencontré quand je suis arrivée au Ballet National de Marseille. Je pense que je l'avais vu sur scène avec Maraboutage avant le BNM, et j'ai toujours été fascinée par cette personne qui est une danseuse. Donc c'est she ou they, donc voilà, Yel ou elle, une danseuse sublime qui était au Ballet National en tant qu'élève, il me semble, à l'école, qui ensuite est rentrée dans la compagnie La Horde, que j'ai un peu mieux connue quand je suis arrivée il y a 2 ans en tant qu'artiste associée, et qui est sublime. Enfin, il y a pas d'autre. J'ai rarement vu, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau physiquement déjà, d'aussi belle. Tout est beau. Et de l'intérieur, c'est pareil, j'ai appris à la connaître. Je connais pas toute son histoire. Donc racisée, c'est une femme noire, donc non binaire. Hein. Et je pense que dans une ville comme Marseille, où il y a encore beaucoup de codes à déconstruire et beaucoup de taf à faire sur la tolérance envers la communauté LGBTQI+, ben cette meuf, c'est une Marseillaise quoi, et elle assume complètement, et elle fait partie du Ballet National, elle fait partie de la Horde. Elle a dansé donc avec Madonna l'année dernière. Elle est partie d'abord en tant que, je crois, assistante chorégraphe, il me semble. Enfin, elle le dira mieux. Et puis finalement Madonna lui a dit non mais tu peux pas partir, tu m'étonnes. Je pense que n'importe quelle star au monde qui a une Isaiah qui débarque dans son crew pète un câble, parce que c'est un ovni. Il y a pas, c'est un avion, c'est un ovni d'intelligence, de beauté, de talent, hein, parce que au niveau de la danse, je pense que la personne sait tout faire, acrobate, enfin c'est ouf. Et là, elle a fait la tournée avec Sam Smith. Enfin, c'est une star quoi, c'est une putain de star, et qui n'oublie pas d'où elle vient. Elle est à Marseille en ce moment, back to the roots, et ça lui fait du bien apparemment, et voilà. Et moi, elle me fascine. Bah, je serais ravie de la recevoir. Qu'est-ce qui te rend fière d'habiter à Marseille? Je sais pas si je peux dire qu'il y a quelque chose qui me rend fière. C'est plutôt, je suis fière d'être à Marseille et d'avoir réussi à créer des actions culturelles. En fait, pour moi, la fierté, c'est en fonction des actions que tu fais. Donc je pourrais pas dire quand j'entends je suis fière d'être Marseillais, je suis fière d'être Marseillaise. Ok, mais genre par rapport à quelles actions? Moi, je peux même pas dire que je suis fière d'être noire. En fait, je suis fière d'être noire et femme, et d'avoir réussi à faire ça. Donc je peux dire que je suis fière d'être à Marseille parce que tout le monde m'a dit pourquoi tu vas là-bas en 2017, c'est sale. C'est dangereux. Je venais de Rio, donc autant te dire que c'est la Suisse pour moi ici, vu ce que j'ai vécu à Rio, des trucs de dingue, de vraie violence, et d'avoir réussi à tout, enfin je vais dire, à tout arracher en quelques années, alors qu'on m'avait dit pourquoi tu vas là-bas, etc. Et puis qu'aujourd'hui ces mêmes personnes que j'aime ne désemplissent pas ma maison. Qu'est-ce qui te révolte au contraire? Bah du coup je vais rebondir sur ce que je disais quand je parlais d'Isaiah, c'est la communauté LGBT à Marseille, comme partout, il y a une grosse communauté LGBTQIA+, et venant de Rio, où alors le Brésil est clairement homophobe, hein, c'est très très compliqué, Rio n'en échappe pas. Malgré tout, il y a une communauté gay énorme, qui vient du monde entier maintenant, pendant le carnaval ou pas, enfin je sais plus, quelqu'un me disait c'est bon, Rio est devenu la 2e plus grande ville gay après San Francisco, je sais pas, mais je crois que c'est la première au monde, enfin. Et du coup en arrivant à Marseille, j'ai fait waouh, ok, il y a quand même une grosse tension masculine, méditerranéenne, d'éducation patriarcale, sexiste, du bassin méditerranéen quoi. Enfin, vraiment. Et ce qui me révolte, c'est l'homophobie. Parce que à Marseille, c'est un truc de ouf.
c'est compliqué. Moi, j'ai des potes d'ailleurs qui se sont fait agresser, qui viennent pas à Marseille à cause de ça. Et il y a aussi des moments où ça se passe très bien. C'est ça qui est complètement, c'est toujours c'est les villes intenses. Ça peut être super et il peut y avoir au contraire plein de revendications. C'est une ville quand même hyper politisée et du coup antiraciste, super tolérante, féministe et aussi la communauté LGBT très puissante. N'empêche que ça se ressent. Et du coup ça se ressent aussi pour les femmes quoi. Il y a du sexisme. Ça c'est difficile pour moi de voir qu'il y a des quartiers. On sent une espèce de testostérone mais archaïque. Masculine qui veut en découdre, ça m'en ouf. Voilà. Puis après il y a des chocs de culture, donc ça prend du temps. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore s'il y a un autre truc qui pareil, alors ça ça serait peut-être la première chose, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté quand j'entends Marseille est sale, etc. Ou la gare Saint-Charles-Sacrin, ça me fait marrer parce que je pense que toutes les gares du monde craignent. Et et quand on voit la Belle de Mai, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il me semble que encore Marseille accueille des quartiers qui font partie des quartiers les plus pauvres d'Europe. On est en France. Mais ça a été abandonné. Ça a été complètement abandonné par l'État, abandonné par la mairie. C'est révoltant, c'est scandaleux, ça devrait pas exister dans d'autres pays. C'est juste on a décidé de laisser des personnes crever quoi. Et à la Belle de Mai, il y a vraiment, en tout cas pas que, mais même quartier nord et tout, il y a vraiment des endroits, faut le voir pour le croire. Et moi j'ai été dans les favelas. J'ai beaucoup baroudé en Afrique et tout. Franchement, je suis allée dans certains centres sociaux et dans certains quartiers, j'avais la chair de poule. C'est pas possible de laisser des gens vivre comme ça. Mais c'est important d'en parler, donc merci de partager ça. Ce qui me révolte, c'est de voir des collectifs ou des personnes non marseillaises s'installer et créer leurs choses. Je trouve ça génial, moi, de venir créer et d'apporter une nouveauté. Mais je pense que quand tu arrives dans une ville comme ça, avec problème de logement, gentrification, on me dit toujours, moi aussi j'ai gentrifié. Mais par contre, j'ai l'impression de redonner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu viens avec ta thune à un endroit, juste investir, profiter, créer quelque chose, sans faire travailler les collectifs marseillais, faire travailler des Marseillais, redonner à, on va dire, le quartier ou juste une asso à côté, etc. Je trouve que c'est pas juste. C'est un peu comme si tu vas dans les favelas à Rio, que t'achètes genre baraque de ouf, dans un endroit très dangereux, où il y a de la pauvreté. Il y a de la pauvreté à Marseille. Et tu fais ta maison, et je sais pas, proposes pas des cours de français gratuits pour les gamins. Moi, c'est ça. En fait, la gentrification, on va pas y couper. Par contre, quand tu t'installes ici, pense à qu'est-ce que je pourrais faire pour la ville. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le quartier dans lequel je suis? J'achète à la Belle de Mai un loft? Pas de problème. Il y a des centres sociaux tout autour. Je sais pas. Propose, j'en sais rien, moi, des repas, 1 heure de ton temps, voilà. J'ai fait un petit coup de gueule. Bon, après, c'est pas pour ça que j'aime pas cette ville. Au contraire, j'adore cette ville et aussi, peut-être, moi, cette ville qui m'a accueilli comme ça, peut-être pour redonner à la ville, aux plus pauvres, je sais pas, voilà, l'importance de faire des cours, pour moi en tout cas, payants et en participation libre, même si peut-être que l'écho de ma voix ne va pas jusqu'à certains quartiers, ou va pas jusqu'à... Parce que c'est toujours pareil, c'est facile de dire ça quand les personnes ont pas l'accessibilité, peuvent pas venir à toi. En tout cas, je passe le mot, mes cours sont en participation libre pour toutes les personnes en difficulté. Ça veut dire un café ou autre. Comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici ? Ça passe ou ça casse. Voilà, Marseille, tu la quittes. Je sais pas, ça passe ou ça casse. C'est intense. Prépare-toi, c'est intense. Tu peux croire que c'est le paradis, ça peut devenir l'enfer 5 minutes après. Qu'est-ce que tu regretterais si tu devais quitter Marseille ? L'authenticité. Moi, c'est ça, l'authenticité de cette ville. En tout cas, le fait que ici, je me sens authentique. Je sais pas comment sont les gens, ce que je vois, moi, c'est ça. Mais je me sens
moi-même, je peux être moi-même complètement et tout. Puis la mer, elle est calanque, quoi. Enfin, je sais pas, quand même, les gens qui parlent fort, les insultes marseillaises, la pulsion de vie, quoi. Il y a tellement d'émotions qui sont exprimées de façon peut-être trop cash, mais moi j'aime bien ça. Quelles sont tes 3 adresses favorites à Marseille ? Alors, mes 3 adresses favorites pour manger. Pour manger. J'adore manger. La Touffe Poêlée, au panier de mon ami Melouma, from Guada, qui fait la bouffe avec sa mère Arlette. C'est la bouffe guadeloupéenne. C'est comme à la maison. Donc voilà, c'est rue de l'Évêché, c'est délicieux. Et c'est une grosse bosseuse et elle a un salon de beauté à côté. Donc il y a la Touffe Poêlée que j'adore. Il y a un nouveau truc à la Canebière qui s'appelle le plan de A à Z. Donc je vous conseille vraiment. Tu bouffes super bien pour moins de 10 €. Et elles font une action de récupérer tous les légumes et tout. Donc voilà, c'est top. Et il y a donc c'est pour toutes les bourses, il y a un resto qui est plus cher mais qui est vraiment et c'est Marseille, c'est Cantoche. Rue Axo. Il y en a un autre, je suis obligée. Donc il y a Cantoche et il y a Il Café. C'est au Courjus. Fanny, Marseillaise. C'est délicieux. Et j'adore aller là-bas en fait parce que Fanny, parce que je la trouve c'est aussi en fonction des patronnes et elle est géniale. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur un truc de fou que tu aurais vécu à Marseille ? Alors ça, un truc de fou que j'ai vécu à Marseille, pas trop. Attends, il faudrait que je réfléchisse, mais je sais pas si t'as envie d'en parler, mais t'as tenu la flamme quand même. Ah ouais, c'est vrai. Oui, j'ai tenu la flamme, tu vois, c'est vraiment, j'avais déjà oublié. La flamme olympique, grande histoire, hein, parce que moi en bonne, moi qui me dis anticapitaliste et tout, tu parles. Alors, oui, la mairie m'a contacté, une personne qui travaille au cabinet du maire et que je trouve géniale, Ramassal, une femme noire, qui m'a dit oui je sais ce que je connais tes valeurs, est-ce que tu partages et on aimerait que tu puisses représenter justement pour ça la ville. Et moi genre c'est une mascarade et c'est une mascarade, les JO, et j'adore le sport et j'ai regardé parce que c'est aussi politique de voir que des pays qui sont en guerre ou des pays peuvent venir ici où par exemple la boxeuse qui a gagné et qu'on a traité d'homme, etc. Enfin voilà, c'est politique. Ou de voir l'équipe de France de judo et de devoir expliquer aux gens pourquoi tout le monde est noir, expliquer la colonisation à vos enfants. Peut-être que l'esclavage, peut-être qu'ils comprendront, donc c'est très bien. Après, mascarade parce que les sponsors c'est une catastrophe. Et du coup, c'était pourquoi je l'ai fait. J'avais dit, je veux faire passer un symbole. Je sais pas si ça passera. Ça a été vu. Du coup, j'avais un chouchou en kéfier que Imen de Albar a fait, qui était très très gros. J'avais mes petites boucles d'oreilles pastèques. C'était le moment de pouvoir. Ça va rien changer. Hein. Je pense que ça va rien changer, mais je pense que c'était quand même important parce que sinon, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt de le faire. Aucun. Le sport, les valeurs du sport, oui. Il fallait les rappeler. En revanche, être avec CMA-CGM en sponsor dans mon bus qui porte la flamme, pourquoi, je ne sais pas. Être avec Coca, être avec les banques. Ça, j'ai grincé des dents. Donc pour ça, il n'y avait aucun intérêt. En revanche, la porter, avoir ma tête avec mon afro, le kéfier et tout, voilà. C'était... c'est pour ça. Après, je dirais pas que c'était l'expérience la plus ouf de ma vie. Hein. T'as eu des retours d'ailleurs sur ça ou... J'ai eu beaucoup de comptes en soutien à la Palestine qui ont reposté et tout. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Oui, c'est sûr. Après, le peuple palestinien se fait toujours massacrer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul de toute façon. Donc, et on ne peut rien faire. Voilà. À part dire qu'on envoie, qu'on manifeste et qu'on n'est pas d'accord avec ça. Je pense que c'est important de continuer à dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Voilà, mais c'est même pas que je suis pessimiste, c'est que on n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est déjà décidé, donc voilà, faut s'accrocher à d'autres actions, quoi, en se disant
Bon, c'est un autre sujet, mais c'est très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out militants, donc faut faire attention aussi. Quand t'as pas de prise, t'as pas de prise. Donc moi, à mon petit niveau, j'ai fait ça et j'ai pas de problème à le dire. Et, sur Instagram ou quoi, genre, voilà, y a personne. J'ai pas de collaboration avec des marques. Je collabore pas avec Nike. Je collabore pas avec Coca. Je collabore pas avec des marques qui respectent ni l'humain ni l'environnement. Donc t'as déjà fait passer plein de messages, mais est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour clôturer et finir cette interview? Qu'est-ce que je pourrais dire? N'oubliez pas de danser. Pour moi, danser, c'est vivre. Et c'est ce qui ancre et ce qui vous amènera, je pense, à la plus proche version de vous-même. Donc, à la meilleure version de vous-même. Donc voilà, n'oubliez pas de danser. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!